Chapitre 1, les fondations. Derek Morrison avait bâti son empire à partir de rien. À 42 ans, il possédait 3 garages automobiles prospères à travers la ville, employait 37 personnes et imposait le respect partout où il allait. Ses mains, tachées à jamais d'huile moteur malgré les savons coûteux, étaient celles d'un homme qui comprenait les mécanismes, la loyauté et les subtilités de la confiance. Ses mêmes mains tremblaient maintenant légèrement tandis qu'il fixait la photo de mariage sur son bureau. Le sourire radieux de Lisa semblait se moquer de lui derrière la vitre. 15 ans de mariage, et il croyait chaque mot, chaque baiser, chaque promesse. Le parcours de Dererick vers le succès n'avait pas été conventionnel. Orphelin à 16 ans suite au décès de ses parents dans un accident de voiture, il avait appris très tôt que le monde ne lui devait rien. Il avait dormi dans son premier garage pendant 3 mois, se douchant un cas, ne mangeant que des sandwichs à la bolognaise jusqu'à ce que son premier gros contrat soit signé. Chaque cicatrice sur ses phalanges racontait l'histoire de journées de 18 heures, de la construction d'un projet permanent dans un monde qui lui avait appris que tout était temporaire. Lorsqu'il avait rencontré Lisa Brennan lors d'un cours d'automobile dans un collège communautaire, 12 ans auparavant, elle était différente. Alors que d'autres femmes semblaient intimidées par son intensité, sa détermination inébranlable à construire quelque chose de durable, Lisa l'avait encouragée. Elle lui apportait du café pendant les soirées tardives au garage, l'aidait à remplir les papiers, et apprenait même les bases de la comptabilité pour l'aider à gérer l'entreprise. « Tu vas posséder toute cette ville un jour », lui murmurait-elle au petit matin, lorsqu'ils travaillaient côte à côte. Sa présence était la seule douceur dans son monde endurci. Ils s'étaient mariés après 2 ans de relation et Emma était arrivée 3 ans plus tard. Dererick avait tout donné pour être le père qu'il n'avait jamais eu, le mari qu'il avait promis d'être. Il leur avait acheté la maison de Maple Street, celle avec la palissade blanche que Lisa avait entourée dans les magazines immobiliers. Il avait travaillé 16 heures par jour pour payer l'école privée d'Emma et des vacances en famille dans des endroits dont il avait rêvé enfant. Mais le succès avait amené l'éloignement. À mesure que l'entreprise se développait, Dererick passait plus de temps dans les magasins, à développer, embaucher, construire. Lisa s'était d'abord plainte gentiment. Puis, avec une frustration croissante, il s'était retrouvé sans rien au dîner de famille, aux pièces de théâtre manquées, aux anniversaires oubliés. « Tu construis un empire, Derek », avait-elle dit 6 mois plus tôt, sa voix portant un ton qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Mais à quoi bon un empire si on le dirige seul? Il avait promis de réduire les dépenses, d'embaucher plus de managers, d'être plus présent. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et l'inauguration du 3e magasin avait englouti les 2 derniers mois de sa vie. Le téléphone de Dererick bourdonnait. Un SMS de son contremaître, Bobby. « Patron, vous venez aujourd'hui ?» Ce travail de transmission donne du fil à retordre au garçon. Dererick a regardé autour de lui dans son bureau. Lisa était partie faire les courses 1 heure plus tôt, prenant plus de temps que d'habitude ces derniers temps. Emma était à l'étage, dans sa chambre, probablement en train de lire. La tranquillité familiale qu'il avait tant travaillé à lui procurer lui parut soudain fragile. Il attrapa ses clés et descendit. « Emma », appela-t-il. « Papa va faire les courses quelques heures. Préviens maman quand elle rentrera. » Aucune réponse. Dererick monta les escaliers et frappa à la porte d'Emma. « Ma chérie, entre, papa. » Emma était assise en tailleur sur son lit, entourée de livres. À 7 ans, elle lisait déjà comme un enfant de CM2. Son intelligence était aussi vive que le sens des affaires de son père. Elle avait les yeux noirs de Dererick et les cheveux blonds de Lisa, un mélange parfait des 2 parents. « J'ai quelque chose à vérifier au travail », dit Dererick, assis au bord de son lit. « Tu peux le dire à maman ?» Emma hocha la tête, mais une lueur traversa son visage. La peur. L'instinct protecteur de Dererick, aiguisé par des années passées à veiller sur lui-même, s'aiguisa aussitôt. « Tout va bien, princesse ?» « Papa, » dit doucement Emma. « Est-ce que tu aimes maman ?» La question frappa Derek comme un coup de poing au plexus solaire. Bien sûr que oui. Pourquoi poser cette question? Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Parfois, les gens s'en vont. Comme ce qui t'est arrivé quand tu étais petite? Dererick la prit dans ses bras, le cœur brisé. Il avait raconté à Emma la mort de ses parents, voulant qu'elle comprenne pourquoi la famille était si importante pour lui, pourquoi il travaillait si dur pour les protéger. Dis donc, murmura-t-il en lui caressant les cheveux. Je ne te quitterai jamais. Et maman et moi, on s'aime très fort. On est une famille, Emma, pour toujours.
Mais alors qu'il tenait sa fille dans ses bras, Dororik remarqua quelque chose qui allait le hanter pendant des semaines. Sur la table de nuit d'Emma, à peine visible sous un livre pour enfants, se trouvait un morceau de papier dont l'écriture lui était inconnue. Une écriture masculine. Et au bas, il distinguait 2 mots. Bisous, Trevor. Le sang de Dororik se glaça. Mais qui était donc Trevor? Chapitre 2. La découverte. Derek Morrison n'était pas homme à tirer des conclusions hâtives. 15 ans de carrière lui avaient appris à rassembler les faits avant de prendre des décisions. Mais le nom de Trevor résonnait dans son esprit depuis 3 jours comme une tornade. Il commença à prêter attention à des détails qu'il avait auparavant négligés. Le téléphone de Lisa, autrefois oublié négligemment sur le comptoir, restait maintenant collé à son côté. Elle s'était mise à se parfumer pour aller faire les courses. De nouveaux vêtements apparurent dans son placard. Des vêtements qu'elle prétendait être de vieux objets trouvés au fond. Le jeudi soir, Dororik décida de tester ses soupçons. « J'ai des places pour ce nouveau film d'action », annonça-t-il pendant le dîner. « Celui que tu voulais voir. » Lisa leva à peine les yeux de sa salade. « Oh, je ne peux pas ce week-end. J'ai promis à Jennifer de l'aider à organiser la vente aux enchères caritatives. » Jennifer, la soi-disant meilleure amie de Lisa depuis le PDA, Dororik se fit mentalement une note pour appeler le mari de Jennifer. « Et le week-end prochain », insista Derek. « Je devrais peut-être vérifier mon emploi du temps. » Mon emploi du temps. Quand Lisa avait-elle eu besoin d'un emploi du temps pour autre chose que les activités scolaires d'Emma? Ce soir-là, après que Lisa se soit endormie, Derek sortit soigneusement son téléphone de la table de nuit. Ses mains bougeaient avec la même précision qu'elles utilisaient pour diagnostiquer des problèmes de moteur, contournant systématiquement sa sécurité. Lisa avait changé son code d'accès, chose qu'elle n'avait jamais faite de tout leur mariage. Mais Dororik se souvenait de la fois où elle avait laissé son téléphone sur son bureau au magasin, déverrouillé. Il l'avait vu entrer le code de l'anniversaire d'Emma. Il essaya. Rien. Il essaya leur anniversaire. Rien. Finalement, il essaya son propre anniversaire. La seule date que Lisa n'avait jamais oubliée. Même lors de leur pire dispute, le téléphone se déverrouilla. Ce que Dororik découvrit lui glaça le sang. Des mois de SMS, de photos, de projets, toute une vie secrète exposée dans des preuves numériques qui auraient fait pleurer de joie n'importe quel procureur. Trevor est, 35 ans, représentant pharmaceutique qui traversait leur ville toutes les 2 ou 3 semaines. Les messages remontaient à 8 mois, et avaient commencé de manière assez innocente. Des compliments sur le bénévolat de Lisa à la collecte de fonds de l'hôpital où ils s'étaient apparemment rencontrés, mais la tension s'était vite envenimée. Je n'arrête pas de penser à hier après-midi. Trevor avait écrit 3 semaines plus tôt. La réponse de Lisa. Dororik travaille encore tard. Emma est à l'entraînement de foot jusqu'à 18h. Dororik parcourait ce qui lui semblait être des centaines de messages, chacun lui donnant un pincement au cœur. Ils s'étaient rencontrés dans des chambres d'hôtel, dans la voiture de Trevor. Un jour, Dororik réalisa avec une fureur croissante, chez lui, dans son lit, alors qu'il était au garage pour une réparation d'urgence. Les derniers messages d'hier firent serrer les poings de Dororik. Trevor, quand vas-tu lui dire? Lisa, bientôt. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Et M commence à s'en rendre compte. Trevor, mon divorce sera prononcé le mois prochain. On pourra prendre un nouveau départ. Nouvelle ville, nouvelle vie. Lisa, je sais. Je t'aime aussi. Il faut juste que je trouve la meilleure façon de gérer Derek. Il ne va pas me faciliter la tâche. Trevor, laisse-moi m'occuper de Derek. Les types comme lui, c'est du baratin. Dororik fixa ce dernier message jusqu'à ce que les mots lui brûlent la rétine. C'est du baratin. Trevor ignorait totalement à qui il avait affaire. Dororik fit une capture d'écran de chaque message, de chaque photo, de chaque preuve. Puis il remit soigneusement le téléphone à l'endroit exact où il l'avait trouvé et resta allongé dans le noir, l'esprit en ébullition. Il repensa à la question d'Emma. « Aimes-tu maman ?» Sa fille le savait. Elle avait senti les fractures dans leur famille avant lui. Dororik avait déjà survécu à l'abandon. Il s'était relevé de rien quand le système l'avait laissé tomber. Mais cette trahison le blessait plus profondément que tout ce qu'il avait vécu. Il ne s'agissait pas que de lui. Il s'agissait d'Emma, de la famille qu'il avait bâtie.
La stabilité qu'il avait promise à sa fille ne lui serait jamais enlevée. Au matin, Derick avait pris sa décision. Lisa et Trevor voulaient prendre un nouveau départ. Il leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient, mais ce serait à ses conditions, en son temps, et il paierait un prix qu'il n'oublierait jamais. Derek Morrison ne pardonnait pas, et il n'oubliait certainement pas. La guerre avait commencé. Chapitre 3. L'orage se prépare. Le vendredi matin arriva avec une normalité trompeuse. Derick prépara le petit déjeuner d'Emma, embrassa Lisa au revoir alors qu'elle partait faire ses courses, et se dirigea vers son magasin principal, le poids d'une terrible connaissance s'installant dans sa poitrine comme du béton. Sa première étape fut le cabinet de Jimmy Patterson. Jimmy était l'avocat de Derick depuis le début, s'occupant de tout, des contrats commerciaux à l'achat de leur maison. Plus important encore, Jimmy était son ami le plus proche. L'une des rares personnes à connaître toute l'histoire de l'ascension de Derick, d'adolescent orphelin à homme d'affaires prospère. Tu as une mine d'enfer, dit Jimmy en faisant signe à Derick de s'asseoir dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Le cabinet de Jimmy reflétait 30 années de pratiques fructueuses. Meubles en acajou, livres de droit et photos encadrées de lui avec divers fonctionnaires municipaux. Derek sortit des copies imprimées des SMS. J'ai besoin que tu les regardes. L'expression de Jimmy devint de plus en plus sombre à mesure qu'il lisait. Finalement, il leva les yeux, le visage grave. Derek, je suis désolé. Ceci est une preuve irréfutable d'adultère. Dans cet état, cela aura certainement un impact sur la garde des enfants et le partage des biens. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Jimmy se laissa aller dans son fauteuil. Alors de quoi as-tu besoin? Tout ce que tu peux trouver sur Trevor. Antécédents professionnels, dossiers financiers, casier judiciaire, procédure de divorce, tout. Derek, informations juridiques, Jimmy. Archives publiques. Je ne te demande rien de contraire à l'éthique. Jimmy observa le visage de son ami. Ils se connaissaient depuis 8 ans, et il n'avait jamais vu Derick aussi froidement déterminé. Qu'est-ce que tu prévois? Je prévois de protéger ma fille et mes biens. Lisa veut partir. D'accord, mais elle n'a pas le droit de détruire la stabilité d'Emma et de prendre la moitié de tout ce que j'ai construit en le faisant. Après avoir quitté le bureau de Jimmy, Derick se rendit à la deuxième étape de son plan, l'appartement de Bobby Torino. Bobby travaillait pour Derek depuis 5 ans, mais leur relation allait bien au-delà de la simple relation employeur-employé. Bobby était un ancien militaire de 40 ans qui avait eu du mal à s'intégrer dans la vie civile jusqu'à ce que Derick lui donne sa chance. Plus important encore, Bobby avait des relations dans toute la ville. Des relations qui se révélaient utiles lorsque Derick avait besoin d'informations ou de faveurs dans les zones grises de la légalité. L'appartement de Bobby reflétait son passé militaire. Dépouillé, propre, fonctionnel. Il ouvrit la porte vêtue d'une salopette tachée de graisse, tout juste rentré de son service du matin. « Patron, tout va bien ?» Derick lui tendit un morceau de papier avec le numéro de plaque d'immatriculation de Trevor, qu'il avait obtenu grâce aux photos prises par Lisa. « J'ai besoin de surveiller ce type. Où il va, qui il voit, ses habitudes. Niveau professionnel. » Bobby jeta un coup d'œil au papier, puis au visage de Derick. Il avait déjà vu cette expression. Pendant ce temps, Derick avait systématiquement anéanti un concurrent qui tentait de s'imposer sur son territoire par l'intimidation et le sabotage. Jusqu'où allons-nous? Assez pour tout savoir de sa vie. Mais Bobby, la voix de Derick était teintée d'un avertissement. Rien d'illégal. Rien qui nous permette de remonter jusqu'à nous. Propre comme neige au soleil. C'est réglé. Cela avait un rapport avec la situation familiale. La surprise de Derick devait se lire sur son visage, car Bobby continua, « Patron, Lisa pose des questions bizarres au magasin sur ton emploi du temps, tes projets de voyage et Emma. » La voix de Bobby s'adoucit. Le gamin a l'air effrayé ces derniers temps. Je ne suis peut-être pas le plus malin du coin, mais j'ai remarqué des choses. Quel genre de questions posait Lisa? Quand tu étais en retard, quel jour tu travaillais habituellement après 19 heures? On aurait dit qu'elle planifiait ta routine. L'expression de Bob se durcit. Tu veux que je fouille dans ses activités aussi? Non, je m'en occupe. Le téléphone de Derick. Un SMS de Lisa. Tu bosses tard à l'association caritative ce soir. N'attends pas. Derick montra le message à Bobby. C'est vendredi soir.
Qu'est-ce qu'on organise pour une vente aux enchères caritatives le vendredi soir? Le genre qui implique des chambres d'hôtel, dit Bobby d'un ton sombre. Dererick sentit le froid calcul familier s'installer en lui. Bobby, changement de programme. Je veux une surveillance totale sur eux deux ce soir. Tout. Ce soir-là, Dererick alla chercher Emma chez son ami et la ramena chez lui pour ce qu'il savait être l'une de leurs dernières nuits normales avant un moment. Ils commandèrent une pizza, regardèrent son film Disney préféré, et Dererick l'aborda avec un soin particulier. « Papa, » dit Emma en éteignant la lumière. « Puis-je te demander quelque chose ? Toujours, princesse, s'il arrivait quelque chose de mal, me protégerais-tu » Dererick s'agenouilla près de son lit, le cœur serré. « Emma, je déplacerai des montagnes pour ta sécurité. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours protégée. Promets-moi de t'en souvenir. » Elle hocha la tête solennellement, et Dererick réalisa que sa fille de 7 ans comprenait mieux leur situation familiale qu'il ne le pensait. À 23 heures, le téléphone de Dererick sonna. La voix de Bobby était grave. « Patron, vous devez voir ça. Je vous envoie des photos maintenant. » Les images qui arrivèrent montraient Lisa et Trevor entrant au Marriott du centre-ville, puis repartant 3 heures plus tard. Mais ce qui retint l'attention de Dererick, ce n'était pas la liaison. C'était la troisième personne sur les photos. Une femme, blonde, bien habillée, entrant séparément dans l'hôtel, mais manifestement en coordination avec Trevor. Le message suivant de Bobby expliqua tout, vérifia les plaques d'immatriculation de sa voiture. La femme de Trevor, Michelle. Elle ne divorce pas seulement, patron. Ils travaillent ensemble. Dererick fixa les photos tandis que l'ampleur de la trahison devenait évidente. Ce n'était pas juste une liaison. Lisa et Trevor n'étaient pas des amants de Starcross pris dans une passion. Ils montaient une arnaque et Derek avait été désigné comme la cible. Son téléphone vibra, un autre message de Bobby. Ça empire. Il découvrit que Trevor avait des dettes de jeu, des grosses. Et sa femme, avocate spécialisée en faillite. Derek posa son téléphone et se dirigea vers son bureau. Il ouvrit son coffre-fort et en sortit les documents commerciaux, les actes de propriété et les relevés financiers qui représentaient 26 ans de construction à partir de rien. Lisa voulait tout prendre. Trevor pensait que Derek n'était qu'un aboyeur sans morsure. Ils allaient découvrir que Derek Morrison n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. C'était un survivant qui avait appris depuis longtemps que dans ce monde, on est soit prédateur, soit proie. Et Derek n'avait jamais été la proie de personne. Chapitre 4. Le piège. Le samedi matin apporta un cadeau inattendu. Dererick se réveilla et trouva un message vocal du docteur Patricia Andry, la pédiatre d'Emma, lui demandant de l'appeler au sujet du récent examen médical d'Emma. Lorsque Dererick rappela, la nouvelle du docteur Hendricks le glaça. Monsieur Morrison, Emma a mentionné lors de son rendez-vous qu'elle avait du mal à dormir. Elle semble inhabituellement anxieuse pour une enfant de son âge. Elle a aussi évoqué des choses intéressantes concernant des changements à la maison. De quel genre de choses s'agit-il? Elle a dit que maman avait des réunions secrètes et qu'elle avait peur qu'il arrive quelque chose de grave. Les enfants interprètent souvent mal les situations des adultes, mais vu le niveau d'intelligence d'Emma, j'ai pensé que vous deviez le savoir. Derek a remercié le docteur Andry et a immédiatement appelé son avocat. Jimmy, j'ai besoin que vous enregistriez le dossier médical d'Emma, tout. Et je veux qu'une évaluation de garde soit demandée immédiatement. Derek, ça trahira votre jeu. Non, pas du tout. Je suis un père inquiet dont la fille montre des signes d'anxiété. Lisa ne peut pas protester sans avoir l'air de se moquer du bien-être d'Emma. Cet après-midi-là, Dererick a mis en œuvre la phase suivante de son plan. Il a appelé Lisa, sachant qu'elle était à l'hôtel de Trevor. « Salut, ma belle », a-t-il dit d'une voix chaleureuse. « Je pensais qu'on devrait partir en vacances en famille, juste tous les trois. Peut-être dans ce chalet du Colorado que tu as toujours rêvé de visiter. » La voix de Lisa était étrangement tendue. « Oh, ça a l'air sympa, mais j'ai beaucoup d'engagements ces prochaines semaines. Et le week-end d'après ? Je peux libérer mon agenda. Laisse-moi réfléchir. » Dererick sourit d'un air sombre. « Bien sûr, prends ton temps. » Après avoir raccroché, Dererick appela Bobby. Ils mordirent à l'hameçon. Elle va devoir soit annuler ses plans avec Trevor, soit trouver une excuse. Dans tous les cas, elle va faire une erreur. La surveillance de Bobby était rigoureuse.
Trevor n'était pas qu'un simple représentant pharmaceutique endetté. C'était un escroc professionnel qui s'était marié 4 fois. Chaque mariage se terminait par la perte mystérieuse d'importants biens du mari. Michelle n'était pas sa femme. Elle était sa complice, jouant le rôle de l'ex-femme aigrie pour susciter la sympathie et l'urgence. La voix du patron Bobby grésillait dans le téléphone. J'ai trouvé autre chose. Trevor a surveillé votre entreprise. J'ai des photos de lui assis devant le magasin principal 3 fois cette semaine en train de prendre des photos. Dereritz le sang se glaça. Des photos de quoi? Du bâtiment, du système de sécurité, des plannings des employés. Et tenez-vous bien, il a posé des questions en ville sur vos polices d'assurance. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté terrifiante. Il ne s'agissait pas seulement de voler la femme de Derrick et la moitié de ses biens. Il préparait quelque chose de plus grand, quelque chose qui détruirait tout ce que Dereritz avait construit. Dereritz passa son dimanche à mettre en place des mesures de sécurité. Il installa de nouvelles caméras dans les 3 magasins, changea les codes d'alarme et demanda à Bobby de modifier les plannings des employés. Il rendit également visite à son agent d'assurance, soi-disant pour augmenter sa couverture, mais en réalité pour documenter toute demande suspecte concernant ses polices. Lundi matin, la situation s'améliora. L'agent d'assurance de Dereritz appela avec des nouvelles inquiétantes. Monsieur Morrison, quelqu'un a appelé la semaine dernière en se faisant passer pour votre cabinet comptable, pour demander des détails sur vos polices. Lorsque j'ai appelé votre comptable pour vérifier, il a dit n'avoir jamais fait une telle demande. Dereritz sentit le froid calcul familier s'installer en lui. Il ne volait pas seulement sa famille. Il le préparait à une destruction totale. Ce soir-là, Lisa commit son erreur fatale. Derek, dit-elle pendant le dîner, je pense qu'on devrait reporter ses vacances. Emma a des problèmes à l'école, et je pense qu'on devrait se concentrer là-dessus. Dereritz regarda Emma, qui mangeait tranquillement ses pâtes. Emma, as-tu des problèmes à l'école? Emma secoua la tête, perplexe. Non, papa. Madame Peterson dit, je vais très bien. Le visage de Lisa rougit. Je parlais de problèmes potentiels. Ces problèmes d'anxiété. Quel problème d'anxiété? Demanda Dereritz doucement. Ce dont le docteur Rhys a parlé. Dereritz n'avait pas parlé à Lisa de l'appel du docteur Rhys. Il n'y avait qu'un seul moyen pour elle de le savoir. Elle surveillait ses appels téléphoniques, probablement grâce à une application que Trevor l'avait aidé à installer. Je pense que tu as raison pour les vacances, dit Dereritz calmement. La famille doit passer en premier. Ce soir-là, Dereritz appela Jimmy. J'ai besoin que tu demandes la garde demain matin. Requête d'urgence, consulte le dossier médical et demande la garde provisoire immédiate en attendant une évaluation complète. Derek, es-tu sûr de toi? Quel est le timing? Jimmy, il ne prévoit pas seulement de me confisquer la moitié de mes biens. Il prévoit de détruire mon entreprise, probablement par fraude à l'assurance ou pire. Et M est en danger tant qu'elle est dans cette maison. Mardi matin, Derek a mis son plan à exécution. Il est arrivé tôt au tribunal, déposant la demande de garde et fournissant des preuves de l'anxiété d'Emma, du comportement suspect de Lisa et de ses inquiétudes pour la sécurité de sa fille. Pendant ce temps, Bobby exécutait le protocole de surveillance, suivant les déplacements de Lisa et Trevor tout au long de la journée. À 15 heures, Derek a reçu l'appel qu'il attendait. La voix de son patron Bobby était urgente. Ils avancent plus vite que prévu. Trevor vient de rencontrer 2 types que je connais de l'époque de l'armée. Mauvaise nouvelle, les gars. Le genre de personnes qui font des travaux de démolition pour ceux qui ne peuvent pas faire appel à des entrepreneurs sérieux. Les mains de Dereritz agrippaient le volant de son camion. Où est Emma? Toujours à l'école. Mais Lisa vient d'appeler l'école pour dire qu'elle vient chercher Emma plus tôt que prévu pour une urgence familiale. Dereritz il s'enfuit à toute vitesse vers l'école d'Emma, l'esprit en ébullition. Ils avaient compris qu'ils les traquaient, et maintenant ils accéléraient leur échéancier. Ce qu'ils avaient prévu pour son entreprise allait arriver, et ils avaient besoin qu'Emma soit hors de leur portée. Son téléphone sonna. Le numéro de Lisa. Derek, il y a eu une urgence à l'école d'Emma. Je vais la chercher et l'emmener chez ma mère pour quelques jours. La mère de Lisa était morte depuis 3 ans. Je te retrouve à l'école, dit Dereritz calmement. Pas besoin, dit Lisa rapidement. Je m'en occupe. Concentre-toi sur ton travail.
Derrick raccrocha et appela directement l'école. Ici Derek Morrison. Personne d'autre que moi n'est autorisé à venir chercher Emma aujourd'hui. Si ma femme se présente, appelez la police immédiatement. Puis Derek passa l'appel qui allait tout changer. Bobby, il est temps. Exécutez l'option nucléaire. Chapitre 5. La révélation. L'option nucléaire de Derrick n'était pas celle à laquelle Bobby s'attendait. Au lieu de la confrontation ou de violence, Derrick avait passé des mois à construire discrètement une forteresse juridique inattaquable autour de ses biens et de sa fille. Ce que Bobby ignorait, c'est que Derrick se méfiait du comportement de Lisa depuis plus longtemps qu'il ne l'avait admis. Les SMS avaient confirmé ses craintes, mais ils n'avaient pas été son premier indice. Derek Morrison n'avait pas survécu à l'orphelinat et avait bâti un empire commercial en ignorant son instinct. « Bobby, j'ai besoin que tu livres 3 colis, dit Derek. Sa voix portait l'autorité calme qui avait fait son succès. Le premier colis est destiné à l'inspectrice Sarah Walsh au commissariat. Le deuxième est destiné au bureau du FBI en centre-ville. Le troisième est destiné à Channel 7 News. Patron, que contiennent ces colis? Des preuves, des relevés financiers montrant les antécédents d'escroquerie de Trevor, des relevés bancaires montrant des dépôts inhabituels sur le compte de Lisa en corrélation avec ses précédentes victimes, et des images de surveillance des 2 dernières semaines. La voix de Bobby exprimait un respect nouveau. Depuis combien de temps prépares-tu ça? Depuis la nuit où j'ai trouvé les messages. J'ai réclamé toutes les faveurs, utilisé toutes les ressources. Il a trouvé une connexion et a engagé les meilleurs enquêteurs du marché. Trevor n'est pas son vrai nom. C'est Thomas Vernon, et il est recherché dans 3 États pour fraude à l'assurance. Le téléphone de Derrick vibra, un SMS de l'inspecteur Walsh lui ayant été envoyé. J'ai bien reçu votre colis. On traque Vernon depuis 18 mois. Pouvez-vous venir immédiatement? Mais Derrick avait encore un arrêt à faire. L'école d'Emma était silencieuse sous le soleil de l'après-midi lorsque Derrick s'est garé sur le parking. Sa fille attendait dans le bureau du directeur, son petit visage marqué par la confusion et la peur. Papa, Emma se précipita dans ses bras lorsqu'il entra dans le bureau. Princesse, il faut qu'on parle de quelque chose de très important, dit Derek en s'agenouillant à sa hauteur. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur la sécurité? Emma hocha la tête solennellement. Eh bien, maman a fait de très mauvais choix ces derniers temps. Elle nous a menti à tous les deux et elle a l'intention de faire du mal à notre famille. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Je sais, papa. J'ai entendu. Elle parlait au téléphone. Elle a dit des choses méchantes sur toi. Le cœur de Derrick s'est brisé. Quel genre de méchanceté? Elle a dit que tu l'étais. Elle a utilisé des gros mots. Et elle a dit qu'une fois que tu serais réglé, elle et Trevor pourraient avoir tout ton argent. Derrick a attiré Emma plus. Prêt, sa fureur soigneusement maîtrisée pour le bien de sa fille. Emma, j'ai besoin que tu restes avec oncle Jimmy quelques jours pendant que papa règle cette situation. Peux-tu faire ça pour moi? Emma a hoché la tête. Est-ce que ça va aller? Derrick se leva, soulevant sa fille dans ses bras. Princesse, les mauvaises personnes pensent parfois pouvoir faire du mal aux bonnes personnes parce qu'elles croient que les bonnes personnes ne riposteront pas. Mais parfois, les bonnes personnes sont tout simplement plus douées pour se battre qu'elles ne le pensent. 30 minutes plus tard, Derek était assis dans le bureau de l'inspecteur Walsh, entouré de preuves qui dressaient le portrait d'une escroquerie sophistiquée. Trevor Vernon ciblait des propriétaires de petites entreprises prospères depuis 5 ans, travaillant toujours avec une complice qui séduisait la cible pendant que Trevor recueillait des renseignements. Le schéma est toujours le même, expliqua l'inspecteur Walsh. Une femme accède à des informations financières, des polices d'assurance, des plannings professionnels. Il crée ensuite une crise, généralement un incendie ou une explosion dans l'entreprise, détruisant les preuves tout en fournissant une indemnité d'assurance qu'ils peuvent manipuler. Comment manipule-t-il l'assurance? La complice invoque un traumatisme émotionnel et exige un règlement rapide. Pendant ce temps, Vernon disparaît avec les liquidités qu'ils ont réussi à transférer. Le temps que quelqu'un réalise ce qui s'est passé, ils sont dans un autre état, recommençant à zéro. Derrick a étudié les photos des précédentes victimes de Trevor. Qu'est-il arrivé aux femmes? Le visage de l'inspecteur Walsh s'est assombri. 2 se sont suicidées en réalisant qu'elles avaient été utilisées. L'une a complètement disparu. Nous pensons que Vernon élimine les détails.
Le silence est tombé dans la salle tandis que les implications s'imposaient. Lisa ne trahissait pas seulement Derek. Elle était en danger de mort à cause de son amant supposé. Le téléphone de Derek a sonné. Le numéro de Lisa. Mettez sur haut-parleur. L'inspecteur Walsh a donné des instructions. Derek. La voix de Lisa portait un tremblement de panique. Où es-tu? Je suis allé chercher Emma à l'école et ils ont dit que tu avais déjà choisi. Emma est saine et sauve, dit calmement Derek. La question est, êtes-vous silencieux? Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Trevor Vernon ou Thomas, ou quel que soit son vrai nom cette semaine, n'a pas l'intention de s'enfuir avec vous, Lisa. Il prévoit de vous éliminer dès que vous aurez rempli votre rôle. Un autre silence. Puis la voix de Lisa se fit plus faible. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Lisa, écoutez-moi bien. Votre vie est en danger. Trevor n'est pas celui que vous croyez. C'est un escroc qui a déjà fait ça, et ses complices sont morts ou portés disparus. Vous mentez, mais sa voix manquait de conviction. L'inspecteur Walsh se pencha vers le téléphone. Madame Morrison, ici l'inspecteur Sarah Walsh de la police métropolitaine. Nous avons des preuves que l'homme que vous connaissez sous le nom de Trevor est en réalité Thomas Vernon, recherché pour de multiples affaires de fraude et soupçonné de la disparition de 3 femmes. La ligne est restée silencieuse si longtemps que Derek a cru que Lisa avait raccroché. Finalement, sa voix résonnait à peine dans un murmure. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Que ai-je fait? Où es-tu, Lisa? Demanda Derek. Ils sont à la chambre Marriott 412. Derek, j'ai peur. Trevor est parti il y a 1 heure et il a pris mes clés de voiture. Il a dit qu'il devait régler les derniers détails avant de pouvoir quitter la ville. L'inspecteur Walsh demandait déjà des renforts par radio. Madame Morrison, verrouillez la porte et ne l'ouvrez à personne, sauf aux policiers. Nous envoyons des unités immédiatement. Derek se leva pour partir, mais l'inspecteur Walsh l'en empêcha. Où allez-vous vous assurer que ma femme ne meurt pas pour avoir été stupide? Derek, vous devez nous laisser gérer ça. Derek se retourna, le regard empreint de la froide détermination qui avait bâti son empire à partir de rien. L'inspecteur Trevor Vernon a commis 2 erreurs. Il a menacé la stabilité de ma fille et il a sous-estimé ce qui arrive quand on coince un homme qui a déjà tout perdu une fois. Derek, je ne vais pas lui faire de mal, inspecteur. Je vais le sauver, car s'il a touché un seul cheveu de la tête de ma femme, que se passe-t-il? Je lui ferai passer la sanction légale qu'il encourt pour des vacances. Alors que Derek quittait le commissariat, son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Bobby. Patron, on a un problème. Trevor vient d'arriver à votre atelier principal avec 2 types et une camionnette pleine de matériel. Ils ne sont pas là pour des réparations. Derek afficha un sourire sombre en démarrant son camion. Trevor Vernon était sur le point d'apprendre la différence entre cibler les victimes et cibler les survivants. La guerre était sur le point de tourner au massacre. Chapitre 6. La traque. Derek arriva à son atelier principal et trouva Bobby et 4 autres employés qui attendaient sur le parking. Leurs visages étaient sombres et déterminés. Ce n'étaient pas que des mécaniciens. C'étaient les proches de Derek. Des hommes qui étaient avec lui depuis des années, qui comprenaient la loyauté et ce qui arrivait à ceux qui menaçaient leurs moyens de subsistance. Parle-moi, Bobby, dit Derek en sortant de son camion. 3 hommes, dont Vernon. Ils ont forcé les serrures de l'entrée arrière il y a une 20aine de minutes. J'ai réuni les gars avant de t'appeler. Je me suis dit que tu voudrais gérer ça personnellement. Derek regarda le bâtiment qui représentait tout ce qu'il avait construit. Par les fenêtres, il pouvait voir des ombres se déplacer à l'intérieur, méthodiques et déterminées. Quel est le plan, patron? Demanda Miguel Santos, le mécanicien en chef de Derek, un homme qui avait servi 2 fois en Afghanistan avant de trouver la stabilité dans l'atelier de Derek. Derek sortit son téléphone et appela l'inspecteur Walsh. L'inspecteur Trevor Vernon est en train de cambrioler mon commerce avec 2 complices. Je suis ici avec mes employés et nous entrons. Derek, non. Attendez les renforts. Inspecteur, ces hommes ont des explosifs. Chaque minute d'attente augmente le risque qu'ils détruisent tout ce dont mes employés dépendent pour gagner leur vie. Nous entrons. Derek raccrocha avant que l'inspecteur Walsh ne puisse répondre. Il se tourna vers ses hommes, lisant sur leur visage la même détermination qui avait bâti cette entreprise.
Personne ne sera blessé, dit Derrick fermement. Nous ne sommes pas des justiciers. Nous sommes des hommes d'affaires qui protègent notre gagne-pain. Miguel, toi et Tommy, contournez l'arrière. Bobby, toi et Frank. Prenez le côté haie. Je passe par l'avant. Patron. La voix de Bobby exprimait l'inquiétude. Et s'ils étaient armés? Derrick sourit d'un air sombre. Bobby, je porte une arme depuis le jour où j'ai ouvert ce magasin. Et contrairement à Trevor Vernon, je sais m'en servir. Derrick s'approcha de l'entrée principale de son magasin avec le calme et la concentration qui l'avaient toujours animé. À travers toutes les crises de sa vie. L'immeuble qu'il avait acheté 8 ans auparavant était un véritable naufrage, nécessitant une rénovation complète. Derrick avait réalisé la plupart des travaux lui-même, étudiant chaque centimètre carré de la structure, chaque faiblesse, chaque avantage. Il déverrouilla la porte d'entrée en silence et entra dans le hall. Des voix s'élevaient du poste de travail principal, pressantes et frustrées. Le coffre-fort n'est pas là où les plans étaient indiqués. Une voix que Derrick ne reconnaissait pas disait. Changement de plan. La voix de Trevor répondit. Trouvez les documents financiers. Les polices d'assurance, tout. Derek se déplaçait dans son propre immeuble comme un fantôme, utilisant la connaissance de chaque craquement dans le plancher, chaque angle mort de l'agencement. Il atteignit le bureau donnant sur le poste de travail principal et regarda par la fenêtre. Trevor Vernon et 2 hommes en bleu de travail fouillaient systématiquement le poste de travail, à la recherche d'un objet précis. L'un d'eux tenait ce qui semblait être un engin explosif, petit mais sophistiqué. Le téléphone de Derrick vibra, accompagné d'un SMS de Bobby, en position d'attente. Derrick me répondit. 3-2-1. Derek alluma les lumières du poste de travail principal et apparut. Messieurs, je crois que vous me cherchez. Trevor se retourna, son visage oscillant entre surprise, peur, et finalement bravade désespérée. Derek, tu es censé être au commissariat. Était au commissariat? Demanda Derek sur le ton de la conversation en descendant les escaliers menant au rez-de-chaussée. Conversation intéressante avec l'inspecteur Walsh sur ton vrai nom, ton passé et ce qui est arrivé à tes anciens partenaires. L'un des complices de Trevor chercha quelque chose dans sa veste, mais se figea lorsque Bobby et Frank apparurent par l'entrée, suivis immédiatement par Miguel et Tommy à l'arrière. Arme à terre, dit calmement Miguel, son entraînement militaire transparaissant dans sa posture et sa voix. Les mains bien visibles. Mais l'attention de Derrick était entièrement focalisée sur Trevor. Tu sais ce qui est drôle, Thomas Vernon? Tu as passé des mois à m'étudier, à apprendre mes habitudes, mes faiblesses. Mais tu as manqué l'essentiel chez moi. Qu'est-ce que c'est? Trevor. Demanda-t-il d'une voix tremblante. Je ne suis pas une victime. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Le téléphone de Derrick sonna. Inspecteur Walsh. Derek, et vous? Tout est sous contrôle. Inspecteur. 3 suspects en garde à vue. L'équipe de déminage va examiner un engin explosif. Ils ont apporté avec eux. L'équipe de déminage est déjà en route. Derek, à propos de votre femme, le sang de Derrick se glaça. Et elle? Elle est saine et sauve, mais nous avons trouvé quelque chose dans sa chambre d'hôtel. Des documents, des relevés financiers, des polices d'assurance, tout à vous. Et une assurance vie sur vous dont nous ne pouvons pas rendre compte. Derrick fixa Trevor, la compréhension l'envahissant. Depuis combien de temps, Trevor? Depuis combien de temps Lisa prépare-t-elle ça? Le visage de Trevor se tordit sous l'effet de ce qui aurait pu être une émotion sincère. Vous voulez la vérité? Elle m'a contacté, Derek. Il y a 8 mois, elle a trouvé mes coordonnées grâce à un ami commun, quelqu'un qui avait entendu parler de mes services. Des services de S faisant disparaître des maris gênants. Cette liaison n'était qu'une couverture. Le véritable plan était de faire tu disparais définitivement après avoir mis à jour ton assurance vie. Derrick sentit le monde basculer autour de lui. Elle avait prévu de me tuer. L'explosion dans ton entreprise était censée se produire avec toi à l'intérieur. Accident tragique, veuve endeuillée, indemnité d'assurance, et je disparais à jamais. Bobby se rapprocha de Derek, sentant l'état émotionnel de son patron. Patron, la police est là. Les sirènes de police hurlèrent dehors tandis que Derek enregistrait toute l'ampleur de la trahison de sa femme. Pas seulement un adultère, pas seulement un vol,
une tentative de meurtre. Trevor, dit Derek doucement. Tu as dit que Lisa t'avait contacté, mais tu as aussi dit que tes anciens partenaires se sont suicidés ou ont disparu. Lisa était-elle au courant? Le silence de Trevor était une réponse suffisante. Derek sortit son téléphone et appela l'inspecteur Walsh. Inspecteur, j'ai besoin de savoir exactement où se trouve ma femme en ce moment. Elle est en détention préventive. Pourquoi? Parce que Trevor Vernon vient de me dire qu'elle a lancé tout ce plan. Elle ne l'a pas seulement aidé, elle l'a engagé. Et si elle l'a engagé pour me tuer, que fais-tu? Croyez-vous qu'elle l'ait engagé pour qu'il la traite une fois morte? La ligne s'est tue. Puis la voix de l'inspecteur Walsh, sombre, l'a immédiatement amené pour interrogatoire. Alors que la police affluait dans son magasin, Derrick a compris tout le génie du plan de Lisa. Elle aurait pleuré son mari décédé, touché son assurance vie, réclamé ses biens commerciaux en tant que veuve, puis disparu à jamais avec Trevor. Sauf que Trevor n'avait jamais prévu de la laisser vivre assez longtemps pour profiter de l'argent. Le téléphone de Derrick a vibré, avec un SMS de Jimmy. Audience de garde d'urgence accordée. Emma est légalement à vous jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. En regardant autour de sa boutique, le bâtiment qui représentait tout ce qu'il avait construit de rien, Derrick a ressenti une étrange sensation de paix. Il a protégé sa fille, sauvé son entreprise et révélé la vérité. Mais en voyant Trevor Vernon être emmené menotté, Derrick a compris que le plus dévastateur de cette trahison n'était pas ce que Lisa lui avait fait. C'était ce qu'elle avait fait à Emma. Sa fille de 7 ans grandirait en sachant que sa mère avait essayé. Voir son père tué. Derek Morrison avait survécu à l'orphelinat, à la pauvreté et à la trahison, mais il ne savait pas comment aider sa fille à surmonter cela. La guerre était finie, mais la guérison ne faisait que commencer. Chapitre 7. Le jugement. La salle d'interrogatoire du quartier général de la police métropolitaine semblait plus petite que Derrick ne l'avait imaginé, assis en face de l'inspecteur Walsh et de l'agent du FBI Patricia Coleman. À travers la vitre sans teint, Derrick pouvait voir la pièce adjacente où Lisa était menottée. Son visage était couvert de larmes et de mascara. Monsieur Morrison, commença l'agent Coleman, nous devons comprendre la chronologie des relations de votre femme avec Thomas Vernon. Derek fit glisser un dossier sur la table. Tout y est. Des relevés financiers montrant des paiements de Lisa à Vernon remontant à 10 mois. Des échanges par courriel entre Lisa et Michel Kramer, la véritable associée de Vernon, concernant mes actifs commerciaux, mes polices d'assurance et mes enregistrements. L'inspecteur Walsh leva brusquement les yeux. Des enregistrements. J'enregistre toutes mes conversations avec Lisa depuis 3 ans. Semaines, y compris celles où elle discutait du meilleur moment pour fomenter l'explosion dans mon magasin. Le téléphone de Derrick contenait des heures de conversation enregistrées, soigneusement archivées et sauvegardées. Ses soupçons étaient plus profonds qu'il ne l'avait admis, et sa préparation avait été minutieuse. L'agent Coleman examina les documents avec une stupéfaction croissante. Monsieur Morrison, c'est le dossier le plus complet que nous ayons jamais vu dans une affaire de complot domestique. Vous avez tout documenté. J'ai appris il y a longtemps que la confiance sans vérification n'est qu'un vœu pieux. À travers la vitre, Derrick regardait Lisa se faire interroger par un autre agent du FBI. Son récit s'effondrait sous l'examen minutieux, des contradictions apparaissant à mesure que les agents la pressaient de fournir des détails. Derek, l'inspecteur Walsh se pencha en avant. Il y a autre chose dont nous devons discuter. Votre police d'assurance vie. Lisa l'a augmentée à 2 millions de dollars il y a 6 mois. Elle a falsifié votre signature sur la demande. Derrick hocha la tête. Je sais. Je l'ai découvert la semaine dernière en appelant pour vérifier ma couverture. C'est là que j'ai compris que c'était plus grave qu'une simple liaison. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Immédiatement. Le sourire de Derek était froid. Parce que je voulais coincer toutes les personnes impliquées. Lisa, Vernon, Michel Kramer et tous les autres membres de ce réseau. Si je l'avais signalé immédiatement, ils se seraient dispersés et d'autres familles auraient été prises pour cible. L'agent Coleman observa Derek avec un respect nouveau. Vous vous êtes servi d'appât. Je me suis servi de moi comme d'un piège. Il y a une différence. L'interrogatoire dura 3 heures, Derek fournissant des preuves décrivant la transformation de Lisa, d'épouse infidèle à meurtrière en puissance. La chronologie révélait une planification minutieuse,
une coordination avec des criminels connus et une préméditation qui alourdissait les accusations de complot à tentative de meurtre. Monsieur Morrison, dit l'agent Coleman, enfin, votre femme va passer une très longue peine de prison. Comment comptez-vous expliquer cela à votre fille? Dererik se leva et rassembla ses documents. Agent Coleman, ma fille sait déjà que sa mère a trahi notre famille. Ce qu'elle va apprendre, c'est que les actes ont des conséquences et que son père la protégera toujours de ceux qui voudraient lui faire du mal, même si l'une de ces personnes est sa mère. Dererik quitta le poste de police alors que son fils régnait sur la ville qu'il avait habitée pendant 26 ans. Son téléphone contenait 17 appels manqués de journalistes, 12 d'associés et un du docteur Hendricks, le pédiatre d'Emma. Il rappela d'abord le docteur Hendrick. Monsieur Morrison, j'ai suivi les informations. Comment Emma gère-t-elle la situation? Elle est avec la famille de mon avocat ce soir. Je passe la chercher demain matin. Docteur, j'ai besoin de savoir. Comment puis-je l'aider à traverser cette épreuve? La voix du docteur Hendrick était douce mais ferme. Derek, les enfants sont plus résilients qu'on ne le pense. Emma va avoir besoin d'honnêteté, de stabilité et la certitude que son monde est en sécurité malgré les agissements de sa mère. Le fait que vous l'ayez protégée tout au long de cette épreuve signifiera tout pour elle. L'appel suivant de Dererik fut pour Bobby. Comment vont les magasins? Tout est sécurisé, patron. Les cars de reportage sont devant le magasin principal, mais les affaires marchent bien. Il s'avère que les gens respectent un homme qui protège ce qui lui appartient et ses employés. Fier de travailler pour vous, Derek. Miguel a répété à tout le monde qu'il travaille pour un homme qui ne se contente pas de parler de loyauté. Il le prouve. Le dernier appel de Dererik fut pour Jimmy. Comment va Emma? Elle va bien, Derek. Inquiète pour vous, mais elle va bien. Elle a demandé si sa mère allait en prison. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que lorsqu'on fait de mauvais choix, il faut en assumer les conséquences et que son père a veillé à ce qu'elle soit toujours en sécurité. Dererik a raccroché et a traversé la ville, passant devant les 3 magasins qui représentaient l'œuvre de sa vie, devant la maison de Maple Street qu'il avait achetée pour une famille aujourd'hui disparue, et enfin jusqu'à la maison de banlieue de Jimmy où vivait sa fille. Elle attendit. Emma courut vers lui alors qu'il franchissait la porte d'entrée, ses petits bras enroulés autour de sa taille avec une intensité désespérée. « Papa, tu vas bien? Les informations disaient, des hommes mauvais ont essayé de te faire du mal. » Dererik s'agenouilla et regarda sa fille dans les yeux. Des yeux qui reflétaient sa détermination et son intelligence. « Emma, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Les hommes mauvais sont en prison maintenant. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. Et maman. Maman a fait de très mauvais choix qui ont blessé notre famille. Va-t-elle aller en prison aussi? Dererik hocha la tête. Oui, princesse. Pendant très longtemps. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, mais sa voix était posée. Papa, l'aimes-tu toujours? Dererik réfléchit attentivement à la question. Emma, j'aime la personne que je croyais être ta mère. Mais cette personne faisait semblant. La vraie personne était quelqu'un qui nous aurait fait très mal à toutes les deux. Vas-tu être triste? Dererik serra sa fille contre lui. Je vais être triste que notre famille ne soit pas celle que je croyais. Mais je vais? Sois heureux chaque jour d'être en sécurité, d'être avec moi et de construire une nouvelle vie ensemble. Juste nous. Juste nous, princesse. Et ce sera mieux que ce que nous avions avant, car ce sera réel. Ce soir-là, Dererik borda Emma dans le lit d'appoint chez Jimmy et s'assit dans le salon, digérant la fin de son mariage et le début de sa nouvelle vie de père célibataire. Jimmy lui apporta une bière et s'assit en face de lui. Derek, les médias te traitent de héros. Un homme d'affaires local révèle un complot de meurtre et sauve sa vie. Qu'est-ce que ça fait? Dererik but une longue gorgée de bière. Jimmy. Je ne suis pas un héros. Je suis un survivant qui a eu de la chance et qui avait de bons amis. Que va-t-il se passer maintenant? Dererik regarda vers le couloir où Emma dormait. Paisiblement pour la première fois depuis des mois. Maintenant, j'élève ma fille pour qu'elle soit plus forte que ses 2 parents réunis. Je dirige mon entreprise. Je vis ma vie. Et je ne fais jamais assez confiance à personne pour le laisser s'approcher suffisamment pour me détruire à nouveau. Derek, tout le monde n'est pas comme Lisa. Le sourire de Dererik était froid et définitif. Jimmy, Lisa a été ma femme pendant 12 ans.
Si je ne pouvais pas lui faire confiance, je ne peux faire confiance à personne. Emma et moi nous en sortirons très bien seuls. Assis dans l'obscurité, Derrick réalisa que Thomas Vernon s'était trompé sur un point. Derek Morrison n'était pas un homme qui aboyait sans mordre. Il était bien plus dangereux. C'était un homme qui avait appris que la seule personne à qui l'on peut vraiment faire confiance, c'est soi-même. Et la seule protection qui compte, c'est celle que l'on construit de ses propres mains. La guerre était finie. Derrick avait gagné. Mais cette victoire semblait creuse, car en sauvant sa vie et l'avenir de sa fille, il avait perdu la dernière parcelle de son cœur qui croyait en l'amour, la confiance et la famille. Désormais, ce serait Derrick et Emma contre le monde entier. Et Derek Morrison avait prouvé qu'il était très doué pour gagner. Chapitre 8. Le jugement dernier. 3 mois après le procès, Derek Morrison était assis dans son bureau surplombant l'atelier principal, examinant les rapports financiers. Il montrait que son entreprise avait progressé de 30% depuis la nouvelle du complot d'assassinat de sa femme. Les clients respectaient un homme qui avait déjoué les tueurs professionnels, et le bouche-à-oreille avait attiré des clients de 3 villes voisines. Emma était assise au petit bureau que Derrick avait installé dans son bureau, travaillant sur ses devoirs. À 8 ans maintenant, elle était devenue plus sérieuse, plus observatrice, mais aussi plus confiante dans la capacité de son père à la protéger de tout. « Papa », dit Emma sans lever les yeux de sa feuille de maths. Madame Patterson, de l'école, lui demanda si maman me manquait. Derrick posa ses rapports. Cette conversation était inévitable, et il s'y était préparé. « Que lui as-tu dit ?»« Je lui ai dit que la maman que je croyais avoir me manquait, mais pas la vraie maman. » Le cœur de Derrick se serra devant la sagesse de sa fille. « Emma, c'est probablement la chose la plus intelligente qu'on puisse dire à ce sujet. Papa, te remarieras-tu un jour ?» Derrick envisagea de mentir, donnant à Emma la réponse pleine d'espoir qu'un enfant pourrait attendre. Mais leur relation était construite sur l'honnêteté maintenant. Et il ne commencerait pas à lui mentir. « Non, princesse, je ne le ferai pas, car tu ne fais confiance à personne. La seule personne que j'ai besoin d'aimer et qui a besoin de mon amour est assise ici, en train de faire ses devoirs de maths. » Emma sourit. Le premier sourire vraiment heureux que Derrick avait vu d'elle depuis le début de l'épreuve. « Bien. J'aime qu'on soit seul. » Le téléphone de Derrick vibra, avec un SMS de l'inspecteur Walsh. « Audience de détermination de la peine aujourd'hui. Je pensais que vous voudriez le savoir. » Derrick avait choisi de ne pas assister à la condamnation de Lisa. L'issue était prédéterminée. De 25 ans à perpétuité pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance et racket. Thomas Vernon avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Michel Kramer avait témoigné et avait été condamné à 15 ans. Mais Derek avait soumis une déclaration de la victime qu'il avait lue à Emma avant de l'envoyer au tribunal. « Votre honneur, l'accusée n'a pas seulement trahi mon mariage ou volé mes biens. Elle a volé le sentiment de sécurité de ma fille, sa conviction que les mères protègent leurs enfants, et sa capacité à croire que les personnes qui prétendent l'aimer sont sincères. L'accusé a créé un monde où ma fille de 8 ans doit se demander si ceux qui disent l'aimer disent la vérité. Aucune peine de prison ne peut réparer ce préjudice. » Le téléphone de Derrick a sonné. Le numéro de Jimmy Patterson. « Derek, je viens de quitter le tribunal. Lisa a été condamnée à une peine de 25 ans à perpétuité. Aucune possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Bien, Derek. Elle a demandé à voir Emma. Elle voulait s'excuser. » La voix de Derrick est devenue glaciale. « Et que leur avez-vous dit ? » Je leur ai dit que la fille de mon client était mineure et avait déjà subi suffisamment de traumatisme à cause des actes de l'accusé, et que tout contact serait préjudiciable à son bien-être psychologique. Jimmy, Lisa, a perdu le droit d'être la mère d'Emma le jour où elle a décidé de me faire tuer. Si elle nous contacte de quelque manière que ce soit, lettre, appel téléphonique, message par l'intermédiaire de tiers, je veux que des ordonnances de protection soient déposées immédiatement. Déjà prêt. Derek, il y a autre chose. Les parents de Lisa veulent un droit de visite avec Emma. Derrick se leva, son fureur à peine maîtrisée. Les parents de Lisa savaient qu'elle avait des problèmes dans notre mariage et n'ont jamais rien dit. Ils n'ont pas le droit de voir ma fille. Ils menacent de porter plainte pour les droits des grands-parents. Derrick sourit d'un air sombre. Qu'ils essaient. J'ai des ressources financières qu'ils ne peuvent égaler,
et tous les tribunaux de l'État savent ce que leur fille a essayé de me faire. Ils perdront, et ils perdront publiquement. Après avoir raccroché, Deurerik regarda Emma, qui avait cessé de faire semblant de faire ses devoirs et écoutait visiblement sa conversation. « Princesse, veux-tu voir grand-mère et grand-père Brennan ?» Emma secoua fermement la tête. « Ils étaient méchants avec toi avant, et ils ne me rendaient jamais visite, sauf si maman les y obligeait. » Deurerik hocha la tête. L'analyse d'Emma était juste. Les parents de Lisa n'avaient jamais approuvé le milieu ouvrier de Deurerik et avaient clairement exprimé leurs sentiments tout au long de son mariage avec leur fille. « Emma, je veux que tu comprennes une chose. À partir de maintenant, ce sera toi et moi qui prendrons les décisions concernant notre famille. Ni les juges, ni les juges. Des avocats, pas des grands-parents qui se soucient soudainement de vous. Juste nous pour toujours. Pour toujours. » Ce soir-là, Derek reçut une visite inattendue. Bobby frappa à la porte de la maison de Maple Street, tenant une enveloppe manille. « Patron, ceci est arrivé au magasin aujourd'hui. Je me suis dit que vous voudriez le voir immédiatement. » L'enveloppe contenait une lettre de Michel Kramer, oblitérée depuis une prison fédérale. « Monsieur Morrison, je sais que vous n'avez aucune raison de croire ce que je vous dis, mais sachez que votre femme était la personne la plus impitoyable avec laquelle j'ai jamais travaillé. Thomas pensait qu'il menait l'arnaque, mais Lisa nous manipulait tous. Elle nous a trouvés. Elle avait tout planifié et elle nous aurait tous tués une fois qu'elle aurait eu votre argent. Vous sauvez plus de vies que la vôtre. J'espère que vous et votre fille trouverez la paix. Monsieur Kramer. » Derek lut la lettre 2 fois, puis la tendit à Bobby. « Qu'en pensez-vous » Bobby parcourut la lettre et secoua la tête. « Patron, je pense que vous avez épousé un sociopathe qui savait mieux se cacher que la plupart. » Derek alla à sa cheminée et la jeta. La lettre dans les flammes. « Bobby, peu m'importe que Lisa ait été méchante ou simplement stupide. Le résultat a été le même. Elle a trahi notre famille et a tenté de me faire tuer. Ses motivations n'ont plus d'importance. Et Emma ? Elle se posera des questions en grandissant. » Deurerik a vu la lettre brûler. Emma saura que son père l'a protégée de ceux qui lui auraient fait du mal, y compris sa mère. Elle saura que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de loyauté, de confiance et de protection mutuelle. Et si Emma veut en savoir plus sur sa mère quand elle sera plus grande, Deurerik se détourna de la cheminée, l'air inflexible. Alors je lui dirai la vérité, sa mère était une femme qui a préféré l'argent à la famille, les étrangers à son mari, et le meurtre au mariage. Et que certains choix sont si mauvais qu'ils ne peuvent être ni pardonnés ni oubliés. Alors que Bobby partait, Deurerik réalisa que la maison de Maple Street, celle qu'il avait achetée pour la famille parfaite, semblait vide et hantée par les souvenirs d'une vie sur laquelle elle avait bâti son existence. Des mensonges. Deurerik prit une décision qui allait définir le reste de sa vie et celle d'Emma. « Emma, appela Théil à l'étage, prépare tes affaires. On déménage. »« Où allons-nous, papa ?» Deurerik sourit en regardant la maison qui représentait tout ce qu'il avait toujours voulu. « Un endroit nouveau, princesse. Un endroit rien que pour nous. » 3 jours plus tard, Derek Morrison et sa fille emménageaient dans un appartement moderne au-dessus de son atelier principal. Emma avait sa propre chambre, une aire de jeu donnant sur les ateliers, et un père qui ne la quitterait plus jamais. Deurerik avait appris la leçon la plus importante de sa vie. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Et l'amour était une faiblesse que ses ennemis exploiteraient. Mais protéger Emma, ce n'était ni un luxe ni une faiblesse. C'était un but. Et Derek Morrison avait toujours été très doué pour atteindre ses objectifs. Chapitre 9. Le nouveau départ. 5 ans après le procès, Derek Morrison se tenait sur la terrasse d'observation de son 4e atelier automobile, regardant Emma travailler sur un moteur reconstruit dans l'atelier en contrebas. À 13 ans, elle avait hérité de ses aptitudes mécaniques et de sa concentration inébranlable. Mais elle avait aussi développé quelque chose que Deurerik avait perdu des années auparavant, la capacité à trouver de la joie dans la vie. Des accomplissements simples. « Papa » l'appela Emma, la voix rayonnante d'excitation. « La réparation du carburateur a fonctionné. Viens voir. » Deurerik sourit en descendant. Emma était devenue une jeune femme remarquable, intelligente, autonome et totalement indifférente aux préoccupations adolescentes qui dominaient la vie de ses camarades de classe. Elle préférait passer ses après-midi au garage plutôt que faire du shopping dans les centres commerciaux,
et elle pouvait diagnostiquer les problèmes de moteur mieux que des mécaniciens ayant 20 ans d'expérience. Beau travail, princesse, dit Derek en examinant sa réparation méticuleuse. Et maintenant? Bobby me donne des cours de transmission ce week-end, et Madame Chan veut que je l'aide à réparer le système électrique de sa voiture. Madame Chan était la comptable de Dererick, une femme d'une 60aine d'années, brillante et devenue une sorte de grand-mère de substitution pour Emma. Contrairement aux parents de Lisa, qui avaient fini par abandonner leur poursuite judiciaire et disparaître complètement de leur vie. Madame Chan avait gagné la confiance et l'affection d'Emma par sa constance et son attention sincère. Le téléphone de Dererick vibra, un SMS de Jimmy Patterson lui parvint. « Derek, tu dois m'appeler. C'est à propos de Lisa. » Dererick s'éloigna d'Emma et appela immédiatement son avocat. « Jimmy, que se passe-t-il » ? Derek, Lisa est morte hier. Une bagarre en prison. J'ai pensé que tu devais le savoir avant qu'Emma ne la prenne ailleurs. Dererick ne ressentait rien. Ni tristesse, ni conclusion, ni satisfaction. Lisa était devenue insignifiante dans sa vie depuis des années. Comment l'annoncer à Emma? Franchement, vu la façon dont tu as géré tout le reste. Ce soir-là, Dererick était assis avec Emma dans le salon de leur appartement. Leur maison au-dessus du magasin était devenue exactement ce que Derek avait imaginé, une forteresse de stabilité où père et fille pourraient construire leur vie sans interférence extérieure. Emma, il faut que je te dise quelque chose à propos de ta mère. Emma leva les yeux de son manuel d'ingénierie. Elle suivait déjà des cours avancés au collège communautaire local. Elle est morte, n'est-ce pas? Dererick fixa sa fille avec surprise. Comment l'as-tu su, papa? Je consulte les registres de la prison en ligne depuis 2 ans. Je savais qu'elle était en isolement. Je savais qu'elle avait des problèmes avec les autres détenus. Je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps. Dererick réalisa qu'il avait sous-estimé l'intelligence et la curiosité de sa fille. Qu'en penses-tu? Emma examina la question avec la même approche analytique qu'elle avait pour les problèmes mécaniques. Je suis triste pour la petite fille que j'étais, qui pensait avoir une mère qui l'aimait. Mais je ne ressens rien pour la femme qui a essayé de te faire tuer. Emma, c'est normal d'avoir des sentiments compliqués. Papa, interrompit Emma. J'ai eu 5 ans pour y réfléchir. Maman a fait son choix. Tu as fait le tien. Je suis content que tu aies choisi de me protéger au lieu de protéger ses sentiments ou d'essayer de maintenir la famille unie comme le font certains parents de mes amis. Dererick serra sa fille contre lui, émerveillé par sa sagesse et sa force. Je t'aime, princesse. Je t'aime aussi, papa. Et je suis fier que tu ne lui ressembles en rien. Plus tard dans la semaine, Dererick reçut une autre visite inattendue. L'inspecteur Walsh, aujourd'hui à la retraite, est passé au bureau un vendredi après-midi. Derek, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai été consultant sur des affaires de complot conjugal, et votre cas revient sans cesse comme référence. Comment cela? La façon dont vous avez tout documenté. La façon dont vous avez protégé votre fille tout en recueillant des preuves. C'est devenu un exemple classique de la façon dont les victimes peuvent prendre le contrôle de leur situation au lieu d'attendre que le système les protège. Dererick hocha la tête. Le système m'a trahi une fois, à la mort de mes parents. Je n'allais pas le laisser faire, Emma. C'est de cela que je voulais vous parler. Envisageriez-vous de me conseiller sur des affaires comme la vôtre? D'aider d'autres personnes prises pour cible par des membres de leur famille ou des partenaires amoureux. Dererick regarda Emma par la fenêtre du bureau, qui expliquait les principes hydrauliques à l'un de ses nouveaux mécaniciens. Inspecteur, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Mon entreprise, ma fille, ma tranquillité d'esprit. Je ne veux pas me mêler des problèmes des autres. Derek, vous pourriez sauver des vies. J'ai déjà sauvé la seule vie qui compte pour moi. L'inspecteur Walsh était parti déçu, mais Dererick ne ressentait aucune culpabilité pour sa décision. Il avait appris que le monde était rempli de prédateurs et de victimes, et que sa seule responsabilité était de s'assurer qu'Emma ne devienne jamais l'un ou l'autre. Ce soir-là, Dererick et Emma étaient assis sur le toit de leur immeuble, contemplant la ville qui avait été leur foyer pendant toute la vie d'adulte de Dererick. « Papa, Madame Chu m'a demandé quelque chose d'étrange aujourd'hui. » Emma a dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle m'a demandé si j'avais jamais voulu avoir des frères et sœurs. La poitrine de Dererick se serra. « Que lui as-tu dit ?» Je lui ai dit que les familles ne se résument pas au nombre de personnes qui les composent.
Elle se résume à ceux qui s'aiment et se protègent vraiment. Derrick sourit. C'est tout à fait ça. Papa, puis-je te demander quelque chose? Toujours. As-tu parfois regretté qu'il n'y ait que nous? Derrick regarda sa fille. Brillante, forte, sans peur, et entièrement sienne. Emma, je regrette beaucoup de choses. Je regrette que ta mère n'ait pas été la personne que je pensais. Je regrette que tu aies dû apprendre si jeune que les gens peuvent mentir sur leur amour. Je regrette que tu sois probablement toujours plus prudente avec ton cœur que les autres enfants de ton âge. Mais je n'ai jamais, pas une seconde, regretté que ce soit juste nous. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais accomplie, princesse. Tout le reste n'est que bruit de fond. Emma s'appuya contre l'épaule de son père tandis qu'il regardait le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orange et or. Papa, je suis contente que maman nous ait montré qui elle était vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Parce que maintenant nous savons que ce que nous avons est réel. Personne ne fait semblant. Personne ne ment. Personne ne prévoit de nous faire du mal. Il n'y a que nous et nous sommes suffisants. Derek Morrison réalisa à cet instant qu'il avait accompli quelque chose qu'il n'avait jamais espéré après la trahison de Lisa. Le contentement, non pas un bonheur qui exigeait confiance et vulnérabilité qu'il ne risquerait plus jamais, mais un contentement fondé sur la certitude, la protection et l'amour de la seule personne dont il n'avait jamais remis en question la loyauté. Emma obtiendrait son diplôme d'études secondaires dans 3 ans. Elle avait déjà été acceptée en ingénierie dans plusieurs universités. Derrick la soutiendrait dans son choix, sachant qu'il l'avait élevée pour qu'elle soit suffisamment forte pour affronter tout ce que le monde pouvait lui réserver. Et si elle choisissait de rester près de chez elle, pour aider à gérer l'entreprise qui avait soutenu leur famille à travers toutes les épreuves, ce serait encore mieux. Derek Morrison était parti de rien, avait tout perdu une fois, et avait reconstruit sa vie pour en faire quelque chose d'indestructible. Il avait protégé l'essentiel, éliminé les menaces avant qu'elles ne frappent, et créé un héritage qui survivrait à tout mariage, toute trahison, toute tentative de détruire ce qu'il avait construit. La guerre était finie. Derrick avait gagné, et cette fois, la victoire serait éternelle. Alors que père et fille étaient assis sur leur toit, regardant leur ville s'éteindre dans la nuit, Derrick réalisa que parfois, le plus grand triomphe n'est pas de tout obtenir. Parfois, c'est de découvrir que ce qui reste après avoir tout perdu est suffisant. Derek Morrison suffisait. Emma Morrison suffisait. Et ensemble, rien ne les arrêterait. C'est ici que notre histoire s'achève.